Aujourd'hui, Charlotte, tu diriges Charlotte et Chocolat. C'était quoi ton quotidien avant de lancer ton projet de microcrèche? Tu m'as dit, je suis à un tournant de ma vie. Le côté commercial, c'était un peu un gros mot pour moi au départ. Je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de facile, qu'il allait avoir plein d'opportunités. En fait, pas du tout. Sur les 17 ou 18 familles que j'ai, je pense qu'il y en a une qui a dû voir un flyer et les autres, c'est les réseaux sociaux. Quand quelqu'un s'en va, c'est un échec. Tu vois, même de t'en parler, ça m'émeut encore. Ça me parle ce que tu me dis, je pense qu'il faut être à l'écoute, mais il faut qu'il y ait un cadre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au remplissage pour pouvoir avoir les moyens de faire de la qualité. C'est quelque chose que l'on a travaillé et c'est pas au petit bonheur la chance. L'accompagnement, ça a été voilà, je vais pas le cacher, ça a été un gros budget, mais je regrette pas du tout et je pense que j'ai gagné 10 ans avec vous. Bon, bah écoute, maintenant je vais te poser des questions que tout le monde se pose. C'est quoi tes chiffres? Avec ce beau chiffre d'affaires, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir te payer? J'ai rencontré Charlotte Néry en 2022 au club APM. L'APM, ça veut dire l'Association pour le progrès du management. Donc ça vous donne un peu l'idée. On était dans ce club de dirigeants toutes les deux. Moi, je dirigeais mes micro-crèches et Charlotte, elle dirigeait un EHPAD, son EHPAD familial. Quand je lui parlais de mes crèches, je voyais bien qu'elle avait déjà à l'époque des étoiles dans les yeux, mais elle s'est longtemps posé la question: est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir des crèches? Est-ce qu'on peut vraiment en vivre, changer de vie et se reconvertir dans la petite enfance? 2 ans plus tard, Charlotte m'a contactée sur LinkedIn. Elle était prête à prendre le risque. Et aujourd'hui, Charlotte est avec moi sur le podcast. Bonjour Charlotte. Bonjour Amal. Aujourd'hui Charlotte, tu diriges Charlotte et Chocolat, tes micro-crèches, et tu termines ta première année scolaire. L'ouverture a eu lieu en octobre 2025 et on termine cette année d'ouverture de Très la bientôt. bonne des manières. Exactement. Bon, tu me diras à la fin de l'épisode si aujourd'hui c'était une décision gagnante ou une décision de la loose. On verra tout à l'heure. Tu vas aussi nous donner tes chiffres, tes indicateurs de succès, tes indicateurs d'échec, là où ça va, là où ça va pas. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi ton quotidien avant de lancer ton projet de microcrèche? Mon quotidien en tant que directrice de maison de retraite, c'était le côté management avec une grosse équipe, puisque un EHPAD tourne H24, 7 sur 7, donc une équipe de jour, de nuit, équipe contre équipe, mais aussi le côté Et famille. l'idée de la microcrèche, ça t'est venu comment? On a l'impression que c'est un peu dans dans la même sphère, que ça se ressemble. Quand j'explique que j'ouvre une micro-crèche, on me dit mais tu fais le grand écart. Non, je fais pas le grand écart. La prise en charge, alors oui, c'est des enfants de 0 à 3 ans. Et là, les résidents, on va dire que c'est de 75 à 100 et plus. Mais après, ça reste un lien avec des familles, alors des parents pour les enfants, mais des enfants pour leurs parents. Et aujourd'hui, après quasiment un an d'ouverture, je vois vraiment le lien et énormément de ressemblances sur mon quotidien. Oui, alors tu avais une très solide expérience de direction d'établissement. Ça faisait combien de temps que tu étais directrice d'établissement? Ça va faire quasiment 10 ans, donc ça faisait 9 ans quand j'ai ouvert. Et comme tu disais, c'est plutôt des grosses équipes, il y a beaucoup de résidents. Donc en termes de taille par rapport à une micro-crèche, J'ai à peu près 80 salariés et waouh, 90 résidents. 80 salariés, on est à 65 ETP, donc équivalent temps plein, puisque j'ai quand même des personnes qui sont qui à sont à temps mi-temps. partiel. Exactement. Ouais, mais c'est vrai que du coup, on pourrait se dire, bon, elle avait une expérience extrêmement solide de dirigeant dans l'accueil, dans le care et de management. Est-ce que ça te rassurait ou je mets un peu les pieds dans le plat, mais t'es quand même venu nous voir, Aurélie et moi, donc c'est que finalement, qu'est-ce qui te manquait pour te dire, bah c'est bon, j'ai déjà géré 80 personnes, c'est pas une petite micro-crèche qui va me faire peur, quoi. Déjà, gérer une grosse entreprise et une petite, c'est complètement différent, parce qu'une grosse entreprise, on a quand même des cadres dessous, et alors, même si c'est un management qui est, je suis proche des équipes, je connais toutes mes équipes, etc. Mais j'ai quand même, il y a quand même plusieurs strates et un encadrement qui est en direct avec leurs équipes. Et aussi votre expertise au niveau de la petite enfance qui, moi, voilà, c'est pas absolument pas mon domaine. Alors, il y a énormément de ressemblances, comme je le disais. Mais Tu le par savais contre, peut-être pas? Tu te non. demandais si c'était un mandat à part? Oui, je pensais complètement que c'était un monde à part et j'ai vu au fur et à mesure qu'il y avait énormément de ressemblances, mais plus sur le côté humain, sur le côté valeur, sur le côté après le purement petite enfance et vraiment le domaine de la petite enfance, l'expertise, la spécialisation. J'ai eu besoin de vous et Ouais. je vais spoiler un peu, mais heureusement que vous étiez là.
Tu spoil un peu la fin de l'épisode, le C'est ça. mystère. Ok, donc finalement, tu confirmes que c'est pas la même chose, quoi. Il y a des points communs, mais tu avais besoin de cette expertise métier, finalement. Complètement. L'expertise métier, j'en avais besoin. Après, le côté management, je vois que pour le coup, ça, j'ai l'habitude et j'arrive à accompagner mes équipes justement en micro-crèche avec l'expérience que je peux avoir dans les grosses équipes, avec une grosse équipe. Mais je continue à me former sur la petite enfance. J'écoute des podcasts, je lis des livres, pour pouvoir quand même me spécialiser et devenir, on va dire, alors je peux pas dire experte, Une mais personne connaître ressource. exactement. Tu vois l'intérêt d'être une personne ressource pour ton équipe. Totalement. Ouais, ça, je veux bien te croire parce que, bon, ben, on a quand même ce point en commun de cette volonté-là. Et un autre point en commun, je pense, c'est que ce qui t'a donné le déclic, c'est d'avoir ta première fille, Exactement. comme moi. Exactement. Exactement. Je t'ai contacté fin Et tu 2024. m'as dit, je suis à un tournant de ma vie. Exactement. Et ma fille est née mars 2024. Donc les priorités changent et je pensais pas avoir cette fibre-là. Et c'est vrai que la maternité, la recherche de moyens de garde m'a fait avoir un peu un déclic. Et, voilà. Et j'ai voulu créer quelque chose qui me ressemble, qui a les mêmes valeurs et où je pourrais dire je laisse mes enfants les yeux fermés. Ouais, donc le déclic pour toi, c'était le fait d'être maman et de te dire, j'ai envie d'offrir quelque chose aux mamans comme moi, quoi. Quelque chose Exactement. qui m'aurait plu à moi en tant que maman, qui m'aurait rassurée. Exactement. Ouais. Parce que ta fille, comment ça s'est passé? Comment t'as fait pour ton moyen de garde? J'ai visité des crèches, des micro-crèches et j'avais pas ouvert, hein, donc de toute façon quand ma fille est née, mais j'ai quand même questionné sur énormément de points. Je suis allée visiter sur place et il y avait quand même certaines choses où j'étais vraiment à cheval et où j'avais vraiment besoin et où j'avais vraiment envie. Et aujourd'hui, elle est gardée dans une crèche qui me correspond, où il y a quand même où les valeurs sont celles que je souhaite. Donc, t'en es contente. Oui, j'en suis ravie. Ok. Donc, c'était pas non plus qu'il manquait quelque chose sur le secteur, mais c'est que ça te plaisait, quoi, de Oui, faire ça. complètement, complètement. Oui, oui, après, il y a des moyens de garde qui sont très bien et le fait d'avoir ma fille en crèche m'a permis aussi de me rendre compte de certaines choses. Sur la micro-crèche que je crée, ça c'est vraiment super. Et puis après, il y a d'autres choses à améliorer en fonction voilà, en fonction de mes envies, en fonction des possibilités, en fonction des budgets, en fonction de plein de choses. Ça me permet d'avoir un comparatif et de pouvoir améliorer, mais aussi garder les choses qui sont bien, qui sont super. De toute façon, moi, mes filles, elles sont allées dans une autre crèche aussi, hein. On peut pas non plus accueillir. Enfin, moi, je trouve que accueillir ses propres enfants dans ces crèches, c'est quand même un peu compliqué. Je veux pas. Il faut un petit peu, toi, t'es comme moi, séparer le personnel du Complètement. professionnel. Quand tu as commencé le projet, comment t'imaginais que ça allait être d'ouvrir une micro-crèche? C'était quoi ton fantasme, en fait, ton rêve? Je sais pas si j'avais vraiment un rêve. C'était d'avoir quelque chose qui tournait, où les enfants étaient pris en charge du mieux possible, où surtout enfin, également les équipes se sentent bien. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et qui me tient à cœur. Parce que je pars du principe que si les équipes vont bien, les enfants vont bien. Pareil pour en maison de retraite, je dis tout le temps, à l'EHPAD, si vous allez bien, les résidents vont bien et inversement. Et ça se ressent. Donc c'était vraiment un point qui me tenait à cœur, la qualité de vie au travail, le management, vraiment. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui, au quotidien, je fais, parce que voilà, une entreprise, pour moi, c'est une suite de déséquilibres. Il faut toujours arriver à garder le bon équilibre. Et, C'est vrai. et voilà. Et donc, profiter des moments où ça va, en sachant très bien qu'il faut que ça se voilà, que garder ces moments qui vont bien pour que Comme ça ressource perdure. pour quand ça va pas, quoi. Exactement. Bah, justement, tu parles de qualité de vie au travail. Bon, je pense qu'on est nombreux justement à avoir cette qualité de vie au travail à cœur. Moi, c'était pareil, un de mes leitmotifs quand j'ai commencé. Je disais, je veux que mes équipes aillent bien. Je veux que, voilà, que ça se transmette, en fait, que les équipes aillent bien pour bien s'occuper des enfants et ainsi de suite. Mais du coup, souvent, c'est un peu dévoyé. On en avait parlé, je pense, toi et moi. C'est-à-dire qu'on veut tellement qu'elles aillent bien qu'en fait, parfois, on oublie que elles sont venues pour s'occuper des enfants. Et donc, on commence à essayer de faire de la qualité de vie au travail, mais peut-être pas avec les bons outils. Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui, la qualité de vie au travail dans tes crèches ou même dans ton EHPAD? Enfin, comment tu travailles ce sujet, en fait? C'est quoi pour toi les leviers?
Ça me parle ce que tu dis, je pense qu'il faut être à l'écoute, mais il faut qu'il y ait un cadre. Et d'ailleurs, vous m'avez énormément aidé là-dessus, avec, par exemple, les plannings, avec quand je discute avec des gestionnaires de micro-crèches qui galèrent, qui passent un temps fou sur les plannings, voilà, d'avoir un planning précis voilà, ça permet aux équipes de savoir où elles vont, de savoir ce qu'elles font et pas d'être perdu au quotidien et de devoir aménager au fur et à mesure. Et encore, il y a quelques temps, il y a 3 semaines ou une qui m'a dit, il faut que je prenne mon vendredi parce que j'ai un concert. Et bon, voilà, après l'avoir reçu, enfin, la directrice l'a reçu et moi en back-office, après avoir discuté avec la directrice en lui disant, bon, voilà, attention, parce que c'est au détriment des enfants, c'est au détriment de l'équipe et faut faire, alors, il peut y avoir des absences, etc. Mais adapter en permanence le planning aux équipes, c'est juste pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sur une dictature de non, il n'y a rien de possible. Mm. Mais tout se discute en équipe, il y a un cadre. Et après, derrière, il faut que les évolutions et les changements soient justifiés, soient discutés et soient faisables, tout en gardant au cœur la prise en charge de l'enfant. Ouais, donc en fait, tu donnes l'étoile du Nord, le sens au travail, c'est l'enfant. Donc les aménagements doivent être vus à la lumière de l'intérêt de l'enfant et du projet pédagogique. C'est ce que j'appelle souvent la cascade éducative. Donc c'est pour dire, voilà, on a cet objectif pour l'enfant. Et ensuite, si on doit faire des changements, des aménagements, etc., on vérifie que ça ne va pas être, comme tu dis, au détriment de l'enfant. J'ai bien compris? Complètement. Exactement. Donc, pour toi, voilà, si je dois traduire, en fait, le cadre est quand même un fort atout pour la qualité de vie au travail. Complètement. Et puis après, la qualité de vie au travail passe voilà, par l'écoute, par la formation. Ça aussi, c'est quelque chose que je mets vraiment en valeur et que je mets un point où c'est très important. Je pense que les équipes, il faut qu'elles soient formées pour pouvoir monter en compétences, pour pouvoir garder cette envie qu'elles ont, des projets, etc. On commence les formations la semaine prochaine et elles vont avoir 4 formations sur l'année et ça, je lésine pas sur ça parce que je trouve que c'est très important. Oui, et puis il faut pas oublier aussi que tu les formes en fait en interne. On a beaucoup travaillé là-dessus sur le dispositif de travail, avec les Complètement. réunions, avec le suivi des équipes, etc. D'ailleurs, tu peux peut-être me dire comment se compose ton équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, la directrice, alors elle était infirmière. Après, j'ai 2 auxiliaires puères et une animatrice petite enfance. C'est une belle équipe, hein. On a quand même 3 diplômés. Oui, Et l'animatrice, elle a aussi un diplôme de CAP? exactement. Ouais, donc Avec tu as 2 ans 4 diplômes, hein. C'est vrai que complètement. on dit souvent on dit les non-diplômés, mais en fait, elles ont un diplôme, les Eh pauvres, c'est oui. pas sympa. Donc, tu as 4 vrais professionnels de la petite enfance. À temps plein, j'imagine. Oui, quatre temps plein. Alors pour être sincère, je me suis vraiment basée et puis d'ailleurs le planning est le même que celui que l'on a travaillé ensemble. Alors avec une demi-heure de décalage parce que nous on est dans le sud et que on commence plus tôt mais on finit un peu plus tôt. Mais voilà, après c'est C'est vraiment le même modèle, ouais. complètement. Ok, donc toi, tu es sur un taux d'encadrement de 1 pour 5, 1 pour 8. C'est Et ça, tu accueilles exactement. jusqu'à 13 enfants par jour. Tu es déjà monté à 14. Je monte parfois à 14 parce que j'ai la chance de pas avoir de gros contrats. Voilà, les enfants n'arrivent pas très tôt et partent pas très tard, donc D'accord. Donc, ils ont un bon ça, voilà, confort de vie. complètement. Et puis, vous avez une très belle crèche avec un très beau jardin. Vous avez fait pas mal de projets à l'extérieur. Ça s'est réalisé, ça? Ça a pris un peu de temps parce que j'ai eu 2 départs de pro, ce qui a été très compliqué pour moi. Mais bon, après, je crois que c'est un peu c'est la vie La vie des surtout crèches. des crèches et surtout d'une microcrèche qui commence. Mm. Voilà, j'ai 2 pros qui sont là depuis le départ et puis j'en ai 2 qui ont changé. Là, je pense que on est sur une stabilité depuis quelques mois et donc on a eu quelques mois de battement pour reprendre les projets, mais on a fait une journée plantation où ils ont fait un petit potager. On est en train de petit à petit Ouais, euh, d'investir vraiment l'extérieur, complètement, quoi. complètement. Ouais, en plus, vous faites des super belles images sur Instagram et sur Facebook. Donc, on peut suivre ça sur le compte de Charlotte et Chocolat. Quand tu dis que ça a été très dur pour toi de perdre tes pros, moi, ça me parle, mais est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus? Pour toi, c'est quoi qui a été dur?
De faire confiance, de créer du lien, Puis c'est toujours un échec, moi, pour quelqu'un qui s'en va. Enfin, quand quelqu'un s'en va, c'est un échec. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Est-ce que c'est un problème avec l'équipe? Est-ce que c'est un problème avec les enfants? Est-ce que c'est un problème avec la structure? Voilà, je me pose 50 000 questions quand il y a un départ. Ce qui est Alors plutôt sain, en que fait, hein. oui, mais c'est toujours inquiétant de se dire pourquoi elle s'en va, et puis l'image avec les familles. J'ai toujours peur qu'il y ait un problème enfin que les familles pensent qu'il y a un problème de stabilité. Je me suis rendu compte que quand on était transparent avec les familles, en expliquant que la personne elle partait, qu'elle avait d'autres projets, que je la remerciais, qu'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière, ça, j'ai pas eu de, voilà, Oui. j'ai eu aucun commentaire, donc ça m'a rassurée. Ouais, on avait pas mal travaillé là-dessus aussi Oui, avec un process de quand les gens parlent, moi j'appelle ça, quand les gens partent, j'appelle ça le process d'offboarding, justement comment on annonce le départ, comment. Et je pense que la communication avec les familles, elle est très importante, avec l'équipe aussi. Quand il se passe quelque chose, expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Mais je dis souvent aux dirigeants avec qui on travaille, on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête, on prépare en fait qu'est-ce qu'on veut complètement. dire, c'est quoi notre message, parce que sinon on se laisse prendre en fait par l'échange et on peut se retrouver dans des situations un peu inconfortables de communication. Mais quand on prépare bien les échanges, et puis toi tu as une grande habitude en fait des transmissions, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que tu fais Mm. ça, donc on sait aussi comment encadrer le message qu'on délivre, je pense. Complètement, complètement. Et voilà, un mail qui était préparé, des fois des questions au quotidien, mais on est là pour y répondre, que ce soit la directrice, que ce soit moi, si besoin. Et à partir du moment où c'est justifié, qu'il n'y a pas de problème, je l'annonce aux équipes. Et puis après, bon, la pro en parle un petit peu, parce que parfois les familles et comme il n'y a pas eu de départ du tout, de mauvais départ et Et puis violent, de oui, de départ violent, zéro, brutal. zéro, zéro. Ouais. Donc, Mais je pense que dans ce que tu dis, ce que j'entends moi derrière, parce que je l'ai vécu, c'est la difficulté, la douleur entre guillemets qu'on ressent quand on est employeur ou manager. C'est le départ, c'est une séparation. complètement. Où, on s'investit beaucoup avec l'autre, on crée du lien, comme tu dis. Il y a un attachement et chaque départ, c'est une séparation, donc il faut l'encaisser. Et dans des secteurs comme le nôtre où il y en a quand même assez Oui, fréquemment, malheureusement, c'est quand même, voilà, moi c'est vrai qu'au bout de 17 ans de gestion de crèche, j'ai dit à Ninon, qui était notre coordinatrice, quand elle m'a dit mais pourquoi vous partez, j'ai dit je sais trop qu'un dur. jour vous allez partir vous aussi et Eh oui, je peux plus quoi, c'est trop eh oui. difficile. Donc tu vois, même de t'en parler, ça m'émeut encore. Et je comprends parce que malgré tout, c'est un lien important que l'on a. On crée du lien, on crée de la confiance, on essaie on les voit quand même souvent. On essaie qu'elles soient bien, et quand elles s'en vont, même si c'est pour mieux ou différent parce que d'autres projets, c'est toujours un peu un échec. Mais après, ça permet aussi je dis toujours, on retient pas une personne qui veut partir, et si elle a d'autres projets, Oui, c'est de toute bien. façon, et puis comme tu dis, quand tu retiens, ça te fait encore plus de mal. Donc, la vraie solution, c'est de lâcher. Et ça, c'est ce qu'on dit Complètement, souvent aussi à nos dirigeants avec Aurélie. Il faut lâcher, en fait. Il faut accepter que les gens vont partir parce que plus on essaie de les retenir, plus c'est douloureux, plus c'est difficile. complètement. Quand tu t'es dit, allez, vas-y, je vais lancer ce projet, qu'est-ce que tu pensais qui allait être facile et sur quoi tu t'es trompé? Qu'est-ce que tu aurais dit, ouais, ça c'est bon, c'est les doigts dans le nez, et finalement, maintenant, avec le recul, tu te dis, waouh. La base, la recherche des locaux. Je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de facile, qu'il allait avoir plein d'opportunités. En fait, pas du tout. Oui, Et parce que là, tu es encore, encore en projet en ce oui, moment. je suis encore en projet. La recherche des locaux, et encore plus depuis le décret de 2025, où il faut l'accord de la commune, Mm. parce qu'il y a certaines communes qui ne souhaitent pas, même si le local, pardon, est parfait, malheureusement la commune n'accepte pas l'implantation. Donc Ouais. voilà, Oui, ça, je je sais que pense pas. tu m'as dit, c'est devenu encore plus difficile. Les mairies, en Complètement, fait, maintenant, on doit faire de la politique, alors que si j'avais ouvert il y a 2 ans, j'aurais pas eu ce problème-là. complètement. Tu veux ouvrir combien de crèches enfin, si tu devais avoir une taille idéale, ce serait quoi pour toi?
Je sais pas. Je veux rester à taille humaine. Je veux pas devenir un énorme groupe. Tu veux pas en avoir 25, mais pas je- non plus deux, quoi. Voilà, exactement. Je veux pas en ouvrir 5 par an. Je veux arriver à faire les choses correctement et une tous les 2 ans. Et puis après, j'ai pas de chiffre exact à dire, Oui. Mais pour mais toi, voilà. ce serait quoi l'objectif de grossir? C'est de pouvoir recruter plus de personnel? Oui, avoir une coordinatrice, avoir à monter une équipe. J'aime travailler en équipe. J'aime travailler avec des personnes ressources, des personnes qui sont expertes dans certains domaines. Et après moi, coordonner, ça me plaît. Je Voilà. comprends. Moi, j'ai ouvert 10 micro-crèches et quand on me demande, bah, voilà, pourquoi, bah, pourquoi c'est pas parce qu'on veut absolument développer son entreprise, avoir plus d'argent. Non, si on veut avoir des moyens, en fait, c'est parce qu'on veut bah, pouvoir mettre des moyens dans nos crèches, avoir Complètement. des étages hiérarchiques, des personnes ressources, Exactement. voilà, des personnes qui interviennent auprès de l'équipe, du matériel de qualité. Enfin, en fait, tout ce que tu Exactement. peux faire quand tu as plus de crèches, tu peux avoir une professionnelle volante, enfin voilà, tous ces trucs-là. Si tu veux vraiment être confortable, à partir de 5, c'est pas mal. À partir de 5 micros, mais c'est vrai que pour avoir en plus une coordinatrice, je pense qu'il faut un petit peu plus. Surtout maintenant avec l'inflation qui est quand même assez dure. Alors tu disais en termes de projet, de développement et tout, c'est la recherche de locaux. En termes de gestion de la microcrèche au quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'imaginais pas être aussi dur? J'ai pris un peu une claque entre guillemets avec les départs. Je pensais pas qu'il y avait autant de départs et de turnover. Alors même si on fait tout pour qu'il n'y en ait pas et je continuerai dans ce sens-là, mais il faut aussi que j'accepte que certaines pros ont envie d'aller voir ailleurs, apprendre, faire autre chose. Donc ça a été un peu, enfin voilà, un peu difficile au départ. Et puis aussi, et ça vous m'avez énormément aidé sur le remplissage. Ça se fait pas seul. Oui, je m'en Voilà. souviens. C'est vrai qu'au début, comme d'autres dirigeants qu'on a pu voir, enfin c'est assez constant, c'est que bah, tu te dis, bon bah ça va se remplir, tu as des demandes, en plus tu avais de l'intérêt, les gens Oui. s'intéressaient. Et du coup tu te disais, bah ils vont s'inscrire quoi. Exactement, exactement. Et en fait, non, il y a de la concurrence. Il faut sortir du lot, il faut se différencier, il faut expliquer, il faut vendre son projet. Le côté commercial, c'était un peu un gros mot pour moi au départ. Et puis finalement, non, c'est simplement, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien, mais les moyens pour avoir une super prise en charge et un super accueil, il faut juste simplement expliquer et vendre. Et ça, au départ, j'avais du mal. Et aujourd'hui, ça C'est se passe acquis. très bien. C'est acquis, j'apprends au fur et à mesure et des fois je rajoute un truc, ah j'aurais dû dire ça, mais oui le discours est rodé. Je me rappelle les premières familles, je m'étais fait des petites fiches, faut pas que tu oublies ça, faut pas que tu oublies ça, et Aurélie m'avait énormément aidé. Et là maintenant, bon quand le téléphone sonne, je réponds et je dis pas je vous rappelle parce que j'ai pas ma fiche à côté. Je vous rappelle, tu relis ta fiche et tu rappelles. Exactement, exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a des scripts, mais oui, pour toi ça a été une claque, en fait, c'est ça que tu dis. Enfin, comment ça s'est passé? Les gens nous disent tellement, ah mais tu ouvres une micro-crèche, mais c'est facile, tu vas avoir énormément de demandes. Oui, attention, voilà, il y a une baisse de natalité, il y a de plus en plus de structures, il y a de plus en plus d'offres, donc il fallait rappeler les familles. C'était compliqué aussi parce que la microcrèche n'était pas finie de construire, parce que ça a été une grosse rénovation, donc de vendre quelque chose qui n'était pas prêt, j'avais pas de photo au départ, j'avais pas... Il Mm. fallait simplement par mon discours arriver à vendre un projet. Là aujourd'hui l'équipe est en place, j'ai des réseaux sociaux, j'ai des photos, j'ai le bouche à oreille, donc Tout voilà, fonctionne c'est... à ce niveau-là, tu sens que ça se régénère, Oui, qu'il y a un oui, cercle vertueux. oui, Donc c'est vraiment la mise en place d'un système, hein. Ce qu'on dit souvent, c'est que en microcrèche, si vous avez le bon système, ça va se réalimenter, c'est une cascade, ça va oui. être, ça va ruisseler. Et donc ça, tu as l'impression d'avoir réussi à mettre en place un système. Oui, et puis là, j'ai une maman qui est enceinte du deuxième et qui m'a dit l'année prochaine, est-ce que quand le grand part, est-ce que bon, j'ai dit ça va, j'ai tout gagné quoi. J'ai dit T'es j'ai dit, eu ça y est, j'ai déjà des inscriptions pour dans plus d'un an. exactement ça et puis de me dire si elle est contente pour le premier et qu'elle met le deuxième, enfin si elle me met le deuxième, c'est qu'elle est contente pour le premier. Donc ça, je me dis que c'est quand même ça me fait Ouais. plaisir. Bah, tu sais, il y a un truc, justement, moi je me souviens au début, tu disais, enfin, au début tu disais c'est bon, ça va se remplir, j'ai plein de demandes. Puis à un moment, tu nous as dit, Ah, complètement. J'étais super inquiète et là aujourd'hui, je refuse les dossiers. Je suis pleine jusqu'en septembre ça c'est génial. 2027. Et aujourd'hui, alors que je me rappelle, il y a un an, au mois de juin, devais avoir peut-être 4 contrats. Ça Et a été là, très dur, ouais, parce que complètement. à ce moment-là, on a dû aussi un peu te mettre en garde parce que du coup, tu commençais à inscrire un peu n'importe
commun, entre Totalement. guillemets. Donc, Alors, oui. tu te souviens, J'acceptais tout. J'acceptais tout. t'acceptais tout. Voilà. Vous voulez quel... Oui, pas de problème. Oui, oui. Et puis Que le finalement, non. mercredi, que le Oui, jeudi. pas de problème. Et sauf que là, non. Aujourd'hui, je n'ai aucun jour où il manque, où il y a deux, trois places de libre. Ouais, Non, non, voilà. C'est voilà. important parce que, alors, non pas pour faire de l'argent, mais simplement pour que ça tourne, parce que les charges sont les mêmes tous les Les jours, charges parce sont que énormes. complètement, les charges sont énormes, l'augmentation du SMIC, donc bah, il faut Ouais. simplement que ça tourne. Et c'est important ce que tu dis, d'autant plus que tu es dans une petite ville. C'est quoi la taille de ta ville? Il y a combien d'habitants? Je crois qu'on est à 7 ou 8 000 Ouais. habitants, donc c'est Ouais, parce que pas... Oui. il y a cette idée reçue aussi, oui, mais vous pouvez pas comprendre, vous êtes à Paris, vous êtes dans une grande ville, mais nous, en Non, province ou dans la campagne, c'est pas pareil. non, non, c'est pareil c'est pareil dans les petites villes. On adapte certaines choses, mais après c'est quand même similaire. Oui, en fait, comme tu dis, il faut aller les chercher un peu avec les dents, les clients. Oui, Je dis il faut clients, hein, vendre, mais il ça se faut fait pas vendre. trop dans la Non, petite enfance. il faut vendre son projet. Voilà, il y a de la concurrence entre les assistantes maternelles, enfin, la concurrence, non, pas forcément, mais par contre, il y a une grosse offre et Faut aller chercher les parents avec les dents, quoi. exactement. Donc toi, tu as mis pas mal de choses en place. Alors d'ailleurs, je me souviens que ça a été aussi un cap important parce que sur tes investissements, je pense que ça va avec ce qu'on vient de décrire sur le remplissage, tu n'avais pas mesuré l'importance d'investir aussi sur ton image de marque. Non, pas du tout. Au départ, je pensais que ça se remplirait seul, donc et en fait, bon, après discussion avec vous sur le logo, sur la communication, et j'ai mis les moyens, notamment sur le logo, sur les plaquettes, et aussi sur la communication pour me faire connaître. Et d'ailleurs, j'ai gardé ça avec une boîte. Donc, une fois que j'ai eu mon logo, mon nom, ça a été aussi une grosse étape. Ça a été aussi une grosse étape sur ça, et c'est important. Après, une boîte de com qui m'a accompagnée sur toute l'ouverture et sur des photos, des vidéos, des Ouais. présentations. Ça m'a énormément aidé. Ouais, justement, toi, t'es sorti des sentiers battus, t'as fait des événements aussi en physique à la crèche pour recevoir du Oui, monde, t'as fait des vidéos avec une influenceuse sur Instagram. Alors, je parlais du tout début où sur ta direction artistique, tu t'es pas rendu compte, donc au début, t'as minimisé un peu, donc tu t'es retrouvé avec un logo qui te plaisait pas et tout, puis c'est finalement, t'as ça. pris quelqu'un de plus spécialisé. Aujourd'hui, t'as une très belle image de marque et en plus, c'est vrai que on te voit sur les réseaux, c'est magnifique et ça marche. Donc ça, c'est important Oui. aussi pour les auditeurs. Ton conseil, ce serait quoi à ce niveau-là, si on doit investir sur quelque chose pour ceux qui Je, nous écoutent et qui galèrent et qui voient leur chiffre d'affaires baisser et qui se disent non mais je suis à la campagne, c'est pour ça que c'est pas rempli. Non, je pense réellement que l'image de marque et la communication, c'est très important. Alors pour ceux qui n'ont pas de logo ou qui ont un logo fait par ChatGPT, je pense que c'est quand même important d'avoir un logo qui nous ressemble, qui fait transparaître les valeurs que l'on a, que l'on souhaite donner. Et après la communication, moi je suis dans un petit village et j'ai énormément de parents qui me disent, je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Et Mm. sincèrement, j'ai mis des flyers. Je pense que sur les 17 ou 18 familles que j'ai, parce que j'ai des temps partiels, je pense qu'il y en a une qui a dû voir un flyer et les autres, c'est les réseaux sociaux, Ah Facebook, ouais, Instagram, carrément. vraiment. J'ai Ah, vraiment c'est une vu énorme différence. complètement. En tout cas, c'est vrai que on te cite souvent, on dit souvent à nos dirigeants de crèche, bah, allez voir le profil de Charlotte et Chocolat, et ils trouvent ça vraiment très 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 chouette ce que tu fais, donc bravo. Nous aussi dans notre club d'entrepreneurs, dans notre club de dirigeants de micro-crèches, ça fait partie des sujets qu'on va aborder cette année. C'est vraiment comment se différencier, comment communiquer pour se différencier, pour communiquer ses valeurs. Comme tu dis, on véhicule notre projet éducatif. Pourquoi les gens vont venir s'inscrire chez toi et pas chez le voisin? C'est important. Il ne faut pas croire que les parents sont dupes et que pour eux, on est une sorte de dépôt de... on dépose les enfants à la garderie. Non, ils veulent savoir ce que tu as dans le ventre et donc Et qui y a derrière? et qui il y a derrière. Voilà. Ça, Et on ça a peut été très pas... important. hmm. Il y a trop de sites internet où c'est les mêmes mots, un peu le même baratin entre guillemets, enfin sans critiquer parce que je sais que souvent c'est pas de la mauvaise volonté de la part des dirigeants, mais quand il y a écrit autonomie, bienveillance à toutes les sauces, en fait ça Euh, suffit pas.
Non, non, complètement. Et je sais que j'ai vu un bond sur les réseaux sociaux et sur les personnes et sur les demandes quand j'ai montré ma tête. Parce que au départ, sans boîte de com, je prenais des photos de l'IA, enfin des photos sur Internet, je faisais... Mm. Et bon, C'était voilà, impersonnel. complètement. Et quand je me suis présentée par une vidéo, deux vidéos, des photos, les gens se sont dit, j'ai d'ailleurs deux familles qui me connaissaient et qui ont dit, mon Dieu, mais c'est toi qui ouvres, du coup, est-ce que je peux inscrire mon enfant? Après, bon, j'y suis pas moi tous les jours sur la structure, même si je suis de très près et j'y passe quand même toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Mais Mm. voilà, on présente l'équipe, on se dit, bon, bah, si c'est Charlotte, enfin, en l'occurrence moi, mais Ouais, mais si c'est c'est cette incarné, quoi. complètement, c'est cette personne qui C'est est incarné. derrière, ça veut dire que les valeurs, ok, bon bah, et ça c'est hyper important, Oui, c'est bien hyper important. sûr. Et puis il y en a qui vont dire oui, mais elle en a qu'une pour l'instant, etc. Mais moi, c'était pareil, même avec mes 10 micros, tous les parents me connaissaient, les pros aussi et les Mm. enfants également. Donc, et ça veut pas dire qu'on est obligé de travailler 80 heures par semaine non plus. Mais ça veut simplement dire, comme tu dis, on incarne, on est présent et on véhicule nos valeurs. Maintenant, si on fait le point pour clôturer sur cette question-là, est-ce que ça fait partie de tes plus gros investissements? Si tu devais me dire, ben, je sais pas moi, les trois plus gros investissements les plus importants qu'aujourd'hui tu referais pour un projet de micro-crèche ou Oui, pour ton prochain projet, enfin pour les dirigeants qui ont des micro-crèches, pour toi c'est quoi? ça a été l'accompagnement, ça a été voilà, je vais pas le cacher, ça a été un gros budget, mais je regrette pas du tout et je pense que j'ai gagné 10 ans avec vous. La communication, c'est aussi la communication et le design avec le logo, c'est aussi un gros budget, mais c'est pareil, ça, mon logo il y est, alors je le modifierai peut-être dans quelques années, mais là aujourd'hui, je sais que j'ai investi sur l'avenir. Et après, pour tout ce qui est, je dirais 4, alors le côté aménagement mobilier où Hmm. aujourd'hui je privilégie le professionnel. Je, Ouais, je prends quelque chose, je sais de que durable. de durable et après investir, prendre le temps sur le recrutement des professionnels, Hmm. voilà, ça c'est C'était important le plus aussi. gros levier de réussite. Exactement. Bon, bah écoute, maintenant je vais te poser des questions que tout le monde se pose. C'est quoi tes chiffres? Est-ce que tu as réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés? Si tu devais, bah, par exemple, donner aux auditeurs ton objectif que tu avais fait de chiffre d'affaires pour ton année 1 et 2. J'ai ouvert en octobre avec 7 enfants et petit à petit les contrats sont arrivés et depuis le mois de mars je suis au complet. Pour l'année 1, on est à 240 000 € de chiffre d'affaires C'est et honorable hein, pour une année d'ouverture, hein. ouais je suis vraiment contente parce que là Surtout, depuis ouais, en plus tu as ouvert en octobre, donc tu es sur une année où il manque le mois de septembre, donc c'est vraiment très complètement. honorable. Et après, pour l'année complète 2027 qui va... Enfin non, on va dire de septembre 2026 à septembre 2027, je vais être à 280 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, je Bravo. suis, je suis vraiment contente, mais ça, c'est du travail. C'est une planification, c'est un peu jouer à Tetris et pas tout accepter et se dire le lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'ai plein de dossiers et mercredi, j'en ai que 4. Non. C'est vraiment, voilà, de la... Tu te tiens à tes décisions, quoi, hein. Totalement, Tu totalement. gardes le cap, tu te laisses pas faiblir en disant oh là là, mais faut Non, que j'accepte. pas du tout. Je fais vraiment attention et j'accepte pas tout et n'importe quoi, Ouais. malheureusement, comme contrat, en disant je suis désolée, mais 2 jours par semaine, là, ça va pas être possible. Ou alors, si, mais que le lundi et le jeudi, parce que ça complète un autre 2 jours ou un autre 3 jours. Ça, c'est vraiment du quotidien. Mon fichier Excel que vous m'avez donné est ouvert en permanence sur mon ordinateur Ah, c'est bien ça, Charlotte, et, bravo. et je m'en sers tout le temps. Voilà, c'est Ton vraiment. budget prévisionnel, tu le remplis, Le ton budget suivi des prévisionnel, inscriptions. c'est les deux fichiers qui sont en permanence ouverts. Suivi des inscriptions, budget prévisionnel. Exactement. Avec le logiciel métier, je vais pas faire de pub, mais en tout cas qui est super aussi et qui m'a beaucoup aidé, Bon, qui t'as le m'a droit de beaucoup dire, aidé. hein. C'est quoi, c'est Bon, ben Miko que voilà, t'as, toi? c'est Miko. Ouais, j'ai Ouais. Miko et qui m'a énormément aidé au quotidien aussi. Ouais, et je sais plus si t'as Leia aussi. Et j'ai Léa aussi. Et t'as Leia aussi, donc bon, c'est le duo gagnant. Oui, en tout cas, je pense que quand on ouvre une microcrèche, enfin, en tout cas, moi, je pars de ce principe-là. Je pense qu'il faut mettre les moyens pour que les équipes soient bien et pour éviter des mauvaises habitudes.
si la directrice m'écoute, Léa, je l'ai pris il y a 2 mois et oh là là, Charlotte, mais elles veulent rester au papier. Stop, on enlève le papier. Et j'ai dit, mon Dieu, elles ont déjà des mauvaises habitudes, entre guillemets, pas des mauvaises, mais elles ont Bon, du nous, on mal était au à, papier, on ne dit pas que c'est des mauvaises non, habitudes. elles ont du mal à changer et c'est voilà, la conduite du changement est difficile alors que on a 6 mois d'ouverture. Je me dis, mon Dieu, des années, donc je Ah, pense c'est que dur, ouais. Ça, c'est vrai, oui. t'as raison. Les Et dirigeants qui ont déjà travaillé pendant 2, 3, 10 ans et qui se disent, bon, allez, on c'est compliqué. va reprendre. Ouais, c'est pour ça qu'ouvrir avec déjà les bons process, c'est quand même vachement mieux. Mais bon, tout le monde ne peut pas. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent se remettre au goût du jour. En tout cas, c'est vrai que des logiciels comme ça permet de gagner du temps. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est le temps auprès des enfants. Parce qu'il est de plus en plus rare, surtout avec les superbes réformes où on nous demande maintenant de mettre les directrices encore plus sur du temps de direction, alors que bon, c'est des toutes petites équipes et des toutes petites crèches. Mais du coup, ce qui est précieux et rare, c'est le temps d'encadrement auprès de l'enfant. Donc, si on peut enlever ne serait-ce qu'une demi-heure par jour de paperasse pour libérer le pro, c'est quand même vachement bien. D'autant plus que le pro, en fait, il n'est pas venu en crèche dans le secteur de la petite enfance pour faire des papiers. En fait, lui, ça l'intéresse pas. Complètement. Et c'est vrai que ça a été 2 outils qui m'ont énormément aidé et qui pour moi, voilà, c'est des investissements sur l'année, mensuellement, mais je reviendrai jamais en arrière. Bon, alors avec ce beau chiffre d'affaires, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir te payer et au bout de combien de temps? Enfin, je sais pas si tu te payes déjà, ceci étant dit. Là, aujourd'hui, non, parce que j'attendais d'avoir une année complète. Je voulais être sûre que pouvoir payer mes salariés, pouvoir payer les charges. Donc, c'était une volonté de ma part. Mais à partir de l'année prochaine, oui, je pourrais me Tu payer. Et pourras te on payer un avait fait salaire. complètement. On avait fait un budget prévisionnel Tu et t'y tiens. je m'y tiens et j'arriverai à me payer. Eh Mais ben, c'est c'est voilà, super. c'est pas, c'est quelque chose que l'on a travaillé et c'est pas au petit bonheur la chance. Ouais, ça se fait pas tout seul, c'est Pas pas du tout. l'immaculée conception comme on dit. Ce serait quoi pour toi aujourd'hui le marqueur de ta réussite? Qu'est-ce qui fait que comment tu juges en fait si tu réussis ou si tu rates quoi? La satisfaction des familles, le remplissage des crèches et le fait que les équipes soient bien et restent et les projets là, voilà, je suis ravie de voir les filles, elles ont plein de projets, elles mettent en place des journées à thème, qu'elles mettent en place des journées avec les familles et je me dis j'ai un peu tout gagné sur ça quand je vois qu'elles s'investissent. Là, la semaine prochaine, elles font un repas le soir pour organiser sur leur temps de repos des journées. Alors, c'est pas du tout moi qui ai demandé et c'est elles qui le font et elles veulent se voir à côté. Et là, je me dis, voilà, c'est qu'elles mettent plein de choses en place pour les enfants, pour que les enfants soient bien et je suis ravie. Bon bah ça c'est génial. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis oh là là j'ai planté, j'ai raté, c'est nul, c'est pas qualitatif et où t'étais pas contente du tout et ce serait quoi pour toi les indicateurs à ce moment-là? Je me remets toujours en question quand j'ai une famille qui dit quelque chose, qui m'appelle en me disant Charlotte, j'ai pas osé, là il y a ça, il y a ça. Bon, voilà, je me pose toujours la question, j'en discute avec la directrice, avec les équipes et pour savoir le pourquoi du comment, pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que les familles n'osent pas le dire? Voilà, de toute façon, je pense que le métier, enfin, en tant que gestionnaire, l'important c'est de se remettre toujours en question et pour Hmm. aller vers une amélioration et une qualité. Donc oui, il y a des fois où je me dis oh là là, mais c'est que ça va pas, il y a rien qui va. Et puis après le lendemain, je me dis ah, Charlotte, relativise, il y a ça qui va, il y a ça qui va. Et bon voilà, c'est les montagnes russes, mais je pense que Ouais, ça, c'est un peu normal. c'est parce que tu as à cœur la qualité, je pense. Complètement. De toute façon, c'est la base. Moi, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut faire attention au remplissage et, euh, et pour pouvoir avoir les moyens de faire de la qualité. Tout à fait, c'est pour ça que tu travailles ton remplissage, pour que tu veux être rentable. En fait, c'est pour pouvoir réinvestir sans arrêt dans ta qualité d'accueil. Ça, c'est ce que tu faisais aussi, j'imagine, dans ton EHPAD. Exactement. C'est le même problème. Bon bah écoute Charlotte, on a fait un bel épisode, je pense. Je veux pas non plus que ce soit trop long pour pas perdre les auditeurs, donc on va, je pense, clôturer par la question que je pose souvent. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil, puisque tu es quand même une dirigeante qui réussit, là ça marche bien pour toi, ça fait maintenant 1 an que tu es ouvert, tu as des projets d'ouverture en cours, tu as réussi à être rentable, tu atteins tes objectifs de chiffre d'affaires, tu vas pouvoir te payer un salaire.
Donc tous les voyants sont au vert, ton équipe est à fond, il y a plein de projets qui se passent et les familles sont contentes. Donc voilà, les voyants sont au vert. Est-ce que tu pourrais donner un conseil principal, je dirais, aux auditeurs s'ils ont envie de se sentir mieux et de faire comme toi, avoir une micro-crèche dans laquelle ils se sentent bien? Je pense que d'avoir les bons outils de pilotage, d'avoir des suivis mensuels, des suivis, je pense que c'est vraiment la clé. Moi, c'était le côté gestionnaire et le côté finance, chiffres. Je me rappelle la première fois que tu m'as envoyé le budget, j'ai dit, ah mal, je comprends rien. Et en fait, aujourd'hui, je m'en sers tous les jours et c'est vraiment la base du projet et de la concrétisation. Donc, je pense que au quotidien, d'avoir des bons outils de pilotage, c'est la clé. Ouais. Ça te permet d'être plus sereine? Tu te sens Je sais où je rassurée par vais. les chiffres? Complètement. Je sais où je vais, je sais que quand j'ai fait mon budget, j'avais ça et ça passait. Et après, il y a des vases communicantes et parfois on a des charges qui sont un peu moins importantes à un endroit. Bon, ben, on peut mettre ailleurs et ça permet vraiment d'avoir le chiffre en bas et de se dire, ok, ça tourne toujours. Si je prends une formation supplémentaire, si je dois racheter un jeu pédagogique, oui, ça passe parce que j'ai fait une économie à côté et parce que les tarifs étaient j'ai pu avoir une remise. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un suivi et que ça fonctionne. Ouais, puis te rassurer quand tu me dis que ton chiffre d'affaires, tu l'as atteint. Savoir qu'on atteint ses objectifs, c'est quand même quelque chose que moi, j'adore aussi. Complètement. Bah écoute, merci encore pour ta confiance, Charlotte. Aurélie et moi, on a adoré travailler avec toi et on va continuer à travailler ensemble, à se suivre. Et ce que j'aime dans ton parcours, c'est que tu incarnes exactement ce en quoi on croit, c'est avoir à la fois l'ambition et le souci de la qualité dans ce métier. Donc une crèche éthique, je dirais. Voilà, donc merci pour ce message-là. Ce dont on a besoin en fait d'entendre aujourd'hui, c'est que il y a des dirigeants qui s'en sortent, qui ont l'éthique au cœur et qui font ça pour la qualité d'accueil et ça les empêche pas d'être des entrepreneurs qui ont aussi les chiffres sous les yeux et qui arrivent à se payer un salaire à la fin de l'année. Donc merci vraiment pour ton témoignage. Et pour les auditeurs qui nous regardent, si vous voulez entendre d'autres témoignages inspirants et les meilleurs conseils pour gérer votre micro-crèche éthique comme Charlotte, continuez à nous écouter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très vite. Bye bye Charlotte. Merci Amel, merci Aurélie, merci pour tout. À bientôt. À bientôt.